Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir sur le podcast qui enquête sur comment les dirigeants conjuguent impact et performance. Dans une masterclass que je donnais récemment à une centaine de managers, dirigeants et professionnels des RH, je leur ai demandé quelles étaient leurs principales problématiques. Loin devant l'attractivité et la fidélisation, la charge de travail ou bien le management hybride était la difficulté à faire évoluer les pratiques managériales dans leur organisation, et ce à 43%. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils ont répondu à 40%, parce que si certains dirigeants ou managers s'y essayent, elles ne se diffusent pas. Est-ce que vous aussi, vous avez du mal à faire évoluer les pratiques dans votre organisation ? Oui ? Est-ce que vous aussi, vous avez des difficultés à les diffuser ? Oui ? J'ai quelque chose pour vous. Je viens de créer le programme de l'entreprise de demain, un programme que j'ai imaginé suite aux échanges avec les auditeurs et auditrices du podcast. Un programme de développement managérial, online et communautaire, que j'ai conçu à partir des fondamentaux du mentoring de la facilitation, pour permettre la transformation des pratiques en profondeur et partout dans l'organisation. Alors, avec 1 heure par semaine, on fait évoluer les pratiques. Plus d'excuses. L'approche méthodologique déjoue tous les freins. Elle facilite la mise en pratique, elle ancre les apprentissages, elle donne des repères de progression et elle valorise les avancées. Et dans ce programme, j'ai concentré les pratiques essentielles de l'entreprise de demain. Pas plus, pas moins. Donc, on y adhère au programme, on avance en toute autonomie, mais en étant guidé, accompagné, soutenu par un collectif et un binôme en co-développement. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur l'entreprisededemain.com. Passons à l'épisode du jour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mathilde Lecause. Mathilde est DRH de Mazars France. Elle est déjà passée sur le podcast il y a quelques années. Elle n'était pas encore DRH. Et elle venait de s'engager depuis quelques années dans le milieu DRH, qui n'était pas son domaine de départ, par conviction, par envie de s'engager et de contribuer à faire évoluer la fonction. Donc assez naturellement, elle s'est engagée dans différentes associations professionnelles pour faire évoluer cette fonction. Et à l'heure où j'avais envie de retendre le micro du podcast pour se réinterroger sur le rôle de l'entreprise face aux enjeux de société, eh bien je me suis dit que ça serait vraiment chouette de retourner échanger avec Mathilde. Alors je vous propose de l'écouter. Alors Mathilde, c'est la deuxième fois que je te reçois sur ce podcast. La première fois, c'est il y a déjà presque 3 ans, enfin 2 ans et demi, donc c'est pas tout. Entre-temps, tu as pris le poste des DRH France de Mazars, mais pas que. Alors je vais te laisser te présenter en quelques secondes. Alors donc je m'appelle Mathilde Lecause, donc effectivement je suis aujourd'hui DRH de Mazars en France, cabinet d'audit et de conseil financier présent à l'international. Donc c'est une boîte que je connais bien parce que ça fait déjà 18 ans et ça faisait déjà plus de 15 ans que j'étais dans la fonction RH chez Mazars, et j'ai pris aussi récemment la responsabilité de la présidence du Lab RH, donc qui est l'association qui promeut l'innovation RH, la transformation de la fonction RH pour rendre aussi les RH acteurs du futur de travail, avec un prisme très particulier, c'est que nous on croit beaucoup à la tech RH, pas comme finalité mais comme vraiment partenaire de jeu dans cette transformation, parce qu'il y a aussi des enjeux d'adresser des nouveaux usages, des nouvelles manières de faire, et tout ça pour contribuer à des entreprises plus responsables. Et alors justement, tu parles d'entreprise responsable, c'est le cœur de notre conversation. En fait, Mathilde, je voulais échanger avec toi. Aujourd'hui, on le voit, on a une société en France qui va pas forcément très bien. On sait que l'entreprise, et on attend de l'entreprise qu'elle joue un rôle. Et l'entreprise, elle se trouve un peu au carrefour entre
ses besoins business, avec toutes les problématiques qu'elle peut rencontrer en termes de business, mais aussi en termes de recrutement pour avoir des ressources, et son impact sur la société. Donc on va pas, dans ce podcast, parler de son impact purement environnemental, puisqu'il y a d'autres podcasts qui le font très bien, on va se concentrer sur l'impact plutôt social, sociétal. Et donc pour toi, aujourd'hui, Mathilde, l'entreprise, quel est son rôle et comment elle peut quelque part jouer dans ces deux équilibres, en fait, dans à la fois sa notion business et à la fois sa notion impact. En fait, je trouve qu'à la lumière de la crise, c'est clairement ce qu'aujourd'hui les citoyens disent, en fait. L'entreprise, comme acteur, a joué un rôle crucial pendant la crise. Au-delà de juste donner du travail, toutes les notions de protection, protection psychologique, protection physique sur la santé, etc. Je trouve l'entreprise a joué un beau rôle. Et d'ailleurs, il y a un livre blanc que Mazars a sorti post-crise qui dit bien que les Français ont trouvé que l'entreprise avait joué un rôle majeur et un impact très positif pendant la crise. C'est pas le seul acteur, il y a aussi le gouvernement, les aides, mais l'entreprise a été là pour accompagner ses salariés. Et donc, je trouve que ça remet bien en lumière le rôle qui n'est pas qu'un rôle économique, mais aussi un rôle social des organisations. Et à l'heure où on parle tout le temps de politique RSE, d'impact, souvent qu'on pense d'ailleurs externe, en fait, le rôle pour moi premier, il est cette responsabilité sociale vis-à-vis de ses collaborateurs. Comment on en prend soin, on fait en sorte qu'ils travaillent dans un environnement qui est valorisant. Moi, je crois beaucoup à l'engagement par l'estime de soi, et c'est comment je vais travailler dans un environnement qui contribue à me sentir utile, mais utile à l'organisation, c'est aussi utile dans la société. Donc je pense qu'effectivement, c'est bien le rôle crucial aujourd'hui des organisations. Il n'est pas qu'économique, il y a un vrai impact sociétal qui est attendu de la part des entreprises. Et alors, grosso modo, aujourd'hui, par rapport aux enjeux qui sont face à nous, donc on est, entre guillemets, post-crise Covid, mais on est au début d'une crise économique, il y a la guerre en Ukraine, il se passe quand même des choses, voilà, on se parle juste après les élections présidentielles. Quel est le rôle de l'entreprise ? Quels sont ses enjeux, parce que le rôle, on vient d'en parler, quels sont ses enjeux pour les mois, années à venir, et selon toi, quels sont les points d'attention et les leviers d'action ? Je pense, alors c'est encore une fois, il y a d'autres acteurs que l'entreprise, mais si on se met du point de vue de l'entreprise, je pense qu'elle a un vrai rôle de, je dirais, de gardien ou de donner le cap. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense, les entreprises peuvent être des acteurs rassurants pour les collaborateurs qui y travaillent. Aujourd'hui, cette insécurité permanente, on a eu la crise, ça a été très anxiogène, la guerre, aujourd'hui, pouvoir être dans une organisation stable qui déjà me donne du travail, donc il y a cette notion financière qui est extrêmement importante, ça on l'a toujours bien vu globalement. Je trouve que ce qui a été mis en lumière aussi, alors certains, et moi-même j'en avais conscience avant, mais j'étais pas la seule, mais c'est vrai que je pense que cette crise a quand même mis en lumière ce rôle de sociabilisation, de lien social, ce tissu en fait entre les gens, donc bien sûr entre les salariés d'une entreprise, mais en fait ça contribue beaucoup à être bien dans sa vie. Et puis des repères, là on sort de crise. Alors je sais qu'il y a plein de choses sur le future of work, et d'ailleurs on reviendra là-dessus. Je pense qu'un des enjeux aussi, c'est de répondre aux attentes sociétales, donc de transformer la manière même dont on organise le travail. Mais il faut pas non plus rentrer dans un clientélisme absolu parce que on a aussi une tension sur les ressources, tout le monde veut recruter. Donc là, j'ai l'impression que c'est à celui qui sera le plus créatif. Et en même temps, parfois, on se perd, je trouve. On perd un peu le sens de ce qui fait collectif, ce qui fait sens, ce fameux cap. C'est un peu ce que je comparerais avec l'entreprise libérée. On pensait que l'entreprise libérée, il y avait tout était possible, il y avait plus de cadre, il y avait plus de cap, il y avait plus de. En fait, c'était pas vraiment ça. C'est-à-dire, c'est comment dans un cadre pas strict, mais ferme en fait. Et quelque part, l'organisation, je pense qu'elle doit donner ce cap, ce but ultime, ce sens du collectif, ce sentiment d'appartenance. Là-dessus, elle doit pas faillir.
Et après, dans la manière d'y parvenir, être beaucoup plus souple et pouvoir répondre aussi aux attentes plus individuelles, sociétales, être à l'écoute, être dans la co-construction, mais elle doit pas se perdre dans répondre à toutes les demandes. Moi, je pense que voilà. Tu as dit, je voudrais reprendre 2-3 choses que tu as dit qui me paraissent fondamentales. Tu as parlé du cadre sécurisant. On voit de plus en plus d'articles émerger, donc c'est partagé, sur le fait que l'entreprise est un cadre sécurisant pour les collaborateurs, notamment dans des périodes de crise successives qu'on connaît, de manque de visibilité, et de se dire finalement, là, il y a un cap, il y a une visibilité, donc d'où l'importance de ce cap, parce qu'en fait, si l'entreprise elle-même n'est pas claire sur ce cap dans ces périodes de crise, elle perd ses collaborateurs. Donc ça, c'est le premier point que tu as dit. Le deuxième, justement, on parle de cap, on parle aussi de cadre. L'importance du cadre. Alors, c'est vrai que j'ai interviewé Pierre-Yves Antras, entre autres, sur l'entreprise libérée dans ce podcast. Pierre-Yves Antras est allé très loin dans la démarche. Il parle tout le temps du cadre. En fait, la liberté sans cadre n'existe pas. Et en fait, c'est parce que leur cadre est très clair et parce qu'ils le repensent, ils le réassoient tout le temps, qu'ils peuvent avoir des pratiques beaucoup plus ouvertes, entre guillemets. Et le troisième point que tu évoques, qu'on voit beaucoup émerger, est ce besoin qui est né un peu de la crise, mais d'hyper-flexibilité. C'est-à-dire qu'on a un cadre global, on a un projet commun, on a un cap commun, et dedans, il faut réussir à intégrer plus d'individualité sans perdre l'aspect collectif. Donc c'est parfois une relation d'équilibre. C'est vrai qu'on disait pour les managers qu'ils devaient déjà manager de manière assez individuelle. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on sent. Est-ce que c'est quelque chose que, sur ce dernier point, comment est-ce que vous le vivez? Comment est-ce que vous le mettez, enfin, comment vous y travaillez chez Mazars? Oui, ça c'est un vrai point et justement parfois c'est confusant pour les collaborateurs parce que je pense qu'en fait et la société c'était très culturel en France, on était quand même avant la crise pas vraiment ouvert au télétravail. Alors chez Mazars, il se trouve qu'on y travaillait déjà depuis, on avait un accord d'entreprise depuis plusieurs années avant la crise, mais de là en faire un vrai élément qui intégré dans l'ADN de l'organisation, on n'y était pas encore. On avait beaucoup de réfractaires, mais comme en France, c'est culturel aussi. Le management statutaire, le manque de confiance, voilà. Ça, c'est des sujets où il suffit pas de dire on travaille à distance ou pas, on met un accord pour changer les mentalités et les comportements. Donc, on avait quand même ce sujet-là. Et la crise, je dirais, a enfin permis de débloquer, c'est-à-dire que 2020, ça semble une aberration avec tous les outils, toute cette transformation, tout ce numérique, d'être encore dans des cadres du travail très figés. Et donc je pense que ça a permis enfin de libérer la parole là-dessus et les usages. Mais là, on est en train d'aller trop loin dans l'opposé. En fait, tout est une question d'équilibre. On n'en faisait pas du tout. Et moi, à mes yeux, aujourd'hui, on veut trop en faire. Parce que ce qui est sûr, c'est que la flexibilité à tout va. Parfois, ça peut être vu comme de l'indépendance. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet, la liberté versus l'indépendance. Quand on décide de rejoindre un collectif, on ne peut pas être indépendant. On peut demander à être libre. Mais c'est ça qui va jouer la différence entre ce cadre, ces valeurs. C'est un moment, si chacun veut faire ce qu'il veut dans son coin, ok, mets-toi à ton compte, pas de problème. Mais si tu as rejoint une entreprise, il y a un cadre, il y a un but commun. Et il y a un collectif. Et savoir vivre en collectivité, il y a des règles aussi, parfois respectées pour que ce collectif soit productif. Donc, et là, je trouve qu'il y a une confusion. Et donc, dans cette flexibilité, c'est exactement la même chose. Bien sûr, je suis pour la flexibilité, mais je constate que parfois, trop de flexibilité, tue cette quête du sens, tue ce collectif. Quand on oublie pourquoi il est important de revenir au bureau pour créer un collectif, ça me questionne. Je me rends compte, par exemple, que les gens, quand on discute avec eux, font pas toujours la différence entre la somme des travaux individuels. Donc, si je fais je compile chaque contribution individuelle et le travail collectif. Le travail fait en collectif crée plus de valeur. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Je crois à l'intuition, à l'instinctif, ce qui est immédiat. Il n'y a pas que ça, mais ça crée la valeur. C'est comme ça que la communication aussi, elle est beaucoup plus fluide. Il y a de la créativité qui se crée. Donc, je ne crois pas qu'au asynchrone, en fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, sous quête de flexibilité, parce que bien sûr, on y a le droit aujourd'hui, on nous l'a bien démontré pendant 2 ans, on oublie qu'on est en train de perdre ce sens du collectif. Et là, je vois bien, les gens sont en manque de repères. Et donc,
aujourd'hui, par exemple, notre accompagnement des managers, donc nous, on a travaillé sur notre charte, par exemple, sur le télétravail. Avant, on disait tant de jours minimum obligatoire pour télétravailler. On a changé de paradigme. On s'est dit quel temps minimum ensemble on doit passer pour faire corps et collectif. Il y a un temps sur lequel on ne peut pas revenir. Moi, je ne crois pas du tout au 100% télétravail. En tout cas, voilà, ça me questionne sur la notion d'engagement et de sentiment d'appartenance des gens qui aiment le 100% télétravail, c'est-à-dire parce que c'est pas les mêmes interactions quand même avec le collectif. Et une organisation en 100% télétravail, moi j'ai du mal. Une organisation où chacun fait ce qui lui plaît, sans tenir compte des contraintes des uns et des autres, je pense qu'à terme c'est compliqué quand même. Donc ce cadre-là, c'est par exemple, nous, c'était pas dire les règles de tu dois faire tant d'heures ou là, c'est nous, le projet collectif, il est prioritaire. Et donc, il nous semble important à nos yeux que pour faire projet collectif, on doit être ensemble physiquement. C'est notre parti pris. On prend pas. Voilà. Mais nous, ça, c'est notre cadre très clair. Et du coup, une fois qu'on s'est dit ça, il y a un minimum pour lequel on souhaite que nos collaborateurs soient ensemble. Et ce temps-là, par contre, il faut l'animer différemment. C'est-à-dire, une fois qu'on a pensé le dispositif, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de dire, OK, mais du coup, qu'est-ce que je vais venir faire, ces 20% obligatoires ou ces 50% obligatoires au bureau? Parce que si tu me demandes à revenir au bureau pour faire corps, mais que je me retrouve tout seul dans mon bureau à faire des réunions Teams toute la journée, ça n'a pas de sens. Et ils ont raison. Donc on voit bien qu'on doit aussi transformer nos modes de travail, de dire en fait, c'est pas tant je suis à distance, je suis physique, c'est il faut penser les tâches différemment. Qu'est-ce qui nécessite d'être seul ou à distance? Qu'est-ce qui est important de faire quand on est ensemble? Moi, je pense à la formation, à la transmission, à l'apprentissage, à la créativité, voilà, tout ce qui va nécessiter justement cette intelligence collective ou peut-être cette proximité physique pour faire passer des messages, les points individuels, les points managériaux. Enfin, ça me paraîtrait aberrant de faire des feedbacks, par exemple, un peu compliqués ou des points à distance. Enfin, on est mieux ensemble. Enfin, j'ai envie de te dire, même des feedbacks valorisants. Même valorisants, oui, t'as raison. C'est vrai, non, mais t'as raison. Oui, tout à fait. L'impact n'est pas du tout le même quand c'est positif. Et ça, il faut pouvoir expliquer. Il faut expliquer aux managers comment transmettre ces messages-là. Moi, j'ai des managers qui arrivent et me disent, Mathilde, je suis perdue. Parce que mes jeunes, ils veulent pas revenir quand je leur ai dit de venir au bureau. Je dis, et t'as dit quoi? Je sais pas quoi leur dire, je peux pas dire non aujourd'hui. Et en fait, on voit cette injonction on est allé tellement loin dans l'ouverture et on pense tellement future of work que maintenant j'ai des managers qui me disent, j'ose plus dire non. J'ose plus dire non quand la personne veut plus revenir au bureau. J'ose plus dire non quand elle me demande de travailler complètement en décalé. Et c'est là où je dis attention. C'est pas parce qu'on promeut, et moi je suis la première à promouvoir les nouvelles façons de travailler, je crois à la flexibilité, je crois à l'entreprise hub de compétences, c'est-à-dire on travaille pas qu'avec des salariés, mais avec des freelances, des indépendants, je crois au management collaboratif, etc. Et pour autant, il y a des fondamentaux, c'est nos valeurs. Voilà, c'est nos valeurs, c'est notre projet commun. Et là-dessus, mais c'est juste qu'il faut trouver les éléments de langage. Si tu dis à ton équipe, reviens parce que je veux voir ce que tu fais toute ta journée, ça n'a pas de sens. Non. Si par contre je dis je reviens parce qu'en fait on va faire une réunion sur cet aspect-là de la mission, il est important maintenant qu'on puisse partager nos différents points de vue, j'aimerais qu'on interagisse ensemble, qu'on fasse du collaboratif. Là, si la personne ne veut pas venir, j'ai envie de dire, là, on a encore un lien de subordination. Le manager dit, si, tu vas revenir. Et si le collaborateur ne comprend pas le sens à ça, ça me questionne sur son sentiment d'appartenance et même notre envie peut-être et son envie à rester à nos côtés dans le projet. Et puis, je pense que ça répond à plusieurs points que tu as évoqués qui sont importants. Alors, d'abord, je pense que ce qui est important, c'est d'être clair avec ce à quoi on croit et les convictions qu'on a dans l'entreprise. Parce que beaucoup osent pas, voilà. Donc je pense, après, effectivement, libre aux personnes de vous rejoindre ou pas. La deuxième, on a beaucoup parlé de ce besoin de repères. Et moi, j'ai vécu salarié totalement en entreprise. J'ai vécu salarié totalement en distanciel puisque je travaillais pour l'international, donc je ne voyais plus les personnes. Et j'ai travaillé indépendante. C'est trois choses complètement différentes. C'est trois choses qui demandent vraiment des aptitudes différentes. Et personnellement, autant j'ai pas de difficulté à être indépendante, autant j'ai eu beaucoup de difficultés à travailler en total distanciel. Parce que quand j'étais en entreprise, c'était pour être avec les gens. Et au bout de 2 ans, je n'y arrivais plus. Donc, en fait, voilà, c'est pour dire aussi qu'on est différents, que ça ne fait pas appel aux mêmes choses et qu'il est important aussi, nous, collaborateurs, de se poser les bonnes questions
et de savoir aussi de quels repères on a besoin. Et je pense qu'il y a aussi des moments dans la vie où on peut avoir des phases différentes, et il y a des moments où on a besoin fortement du repère, du collectif, de l'entreprise. Donc en même temps, l'entreprise qui abdique face à ça, c'est aussi problématique dans l'autre sens. Mais je pense que c'est une conversation qui serait intéressante à avoir de nouveau dans 2 ans pour observer ce qui s'est passé, ce que ça a donné, etc. Après, il y a des entreprises qui se construisent en mode remote, comme ils expliquent, mais c'est leur ADN, c'est leur construction. Donc les gens qui le rejoignent sont dans cette optique, et c'est OK. Et on n'est pas tous obligés. Et je voulais revenir après sur un autre point que tu as évoqué qui me paraît important, c'est l'intelligence collective. C'est vrai que souvent, quand on me demande un peu ce qu'est l'entreprise de demain, je ne sais pas, parce qu'il y en aura plein de différentes. Par contre, ce que je crois vraiment, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'activer très fortement l'intelligence collective, à la fois par rapport à la quête de contribution, au-delà même du sens des gens, qui ont de plus en plus cette quête, cette envie d'être créatif aussi, et aussi l'entreprise pour faire face aux enjeux qui sont face à elle, avec la rapidité à laquelle elle doit la faire face. Quelles sont les réflexions que vous menez là-dessus au sein de Mazars ? Est-ce qu'il y a des façons de travailler aussi que vous avez fait évoluer pour activer cette intelligence collective ? Oui, et dans l'intérieur, derrière la notion d'intelligence collective, pour moi, il y avait une vraie notion de sens et d'engagement d'abord. Et en fait, pendant très longtemps, on limitait peut-être ce sens-là à les raisons d'être des entreprises. Est-ce que je travaille pour une entreprise qui a une raison d'être sociale, environnementale ? Je travaille dans l'énergie verte, ça a du sens. Moi, je contribue à aider à l'égalité des chances, ça a du sens. Mais en fait, c'est loin d'être que ça. Ça, c'est une toute petite partie de la quête de sens pour les individus. La quête de sens, déjà pour beaucoup, c'est le fait de se dire que le matin, quand on se lève, on sait à quoi on contribue. On sait pourquoi on fait quelque chose. Il y a une notion de libre arbitre derrière, ce qui fait aussi un peu de philosophie, mais ce qui constitue, l'être humain. Il a une capacité de libre arbitre de prendre des décisions. Et en fait, je pense que pendant très longtemps, l'organisation a tellement été processée, les process post-révolution industrielle, ont complètement fait disparaître cette quête de sens, puisqu'on manageait par les process et plus par le pourquoi, mais par le comment. Voilà comment tu vas faire. Mais pourquoi je fais ça ? Et en fait, nos organisations sont tellement bureaucratisées qu'en fait, aujourd'hui, on a des individus qui sont en perte totale de sens. Mais en fait, ce que je fais contribue à quoi ? Comment se sentir utile quand on n'a pas conscience de ce à quoi on contribue ? Et en fait, on a compris que la quête de sens, elle allait beaucoup passer par la capacité à libérer les énergies. Et à ce que tu disais, parler de contribution. Les gens ont envie de laisser une pierre à l'édifice. Mais c'est pas toujours forcément dans une mission sociale, environnementale, citoyenne. Ça peut être aussi dans mon organisation, dans le collectif. J'ai laissé quelque chose. C'est moi, c'est une partie de moi. Et il y a une notion de responsabilisation. On confond souvent autonomie et responsabilisation. Autonomie, je te laisse dans ce cadre, autonome dans mes affaires. La responsabilisation, c'est très intéressant. C'est de dire, en fait, quelque part, tu es responsable de tes actes. Mais donc, il y a un moment, je te laisse un champ de décision. Et en fait, je me rends compte que nos process organisationnels et surtout notre culture du management vient beaucoup de la posture haute. Tu es à mon service, donc je te dis quoi faire. Alors qu'aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est être au service de son équipe et libérer ses énergies et faire en sorte que chacun puisse entreprendre. Moi, j'aime bien questionner aussi les nouvelles générations pour un peu devancer peut-être les attentes sociétales cristallisées et qu'est-ce qu'ils vont... comme chez Mazars, on recrute beaucoup de jeunes. Avant la crise, en 2019, on a mené une enquête nationale avec Opinionway qui disait que 25% des répondants, idéalement, souhaitaient être son propre patron. Donc, être son propre patron, c'est bien, mais parfois, c'est seul aussi. Donc, en fait, c'est un peu mais ce qui est intéressant, c'est que derrière cette réponse, c'est l'illustration même de la quête de sens, du sens de la contribution et de comprendre la finalité à quoi on contribue. Et donc, animer l'intelligence collective, moi, je pense que ça contribue à 2 choses. 1, être innovant. Parce que plus on met de gens divers autour de la table, plus on a des points de vue différents, des façons de penser différentes, des sensibilités différentes, et plus on est riche, donc on va être innovant. Mais il y a aussi l'intelligence collective comme facteur d'engagement, parce qu'en fait, on embarque chacune des parties prenantes de nos organisations dans le collectif. Et donc, on a aussi une notion de, si on les intègre dès le début, en fait, ils vont être partie prenante de ce changement et de cette transformation, qui est
petit peu un basique aussi de la conduite du changement. C'est si on veut embarquer tout le monde, il faut pouvoir embarquer dès l'amont, en fait, dès la réflexion. C'est plus facile de se transformer quand on a soi-même pris la décision d'y aller. D'y aller et de le faire. Effectivement. Ouais, exactement. Effectivement. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour tous ces partages. Avec plaisir. Merci à toi. À très vite. Au revoir. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.